Bonsoir à tous. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui a comme sujet les injections de PRP dans les tendinopathies des membres inférieurs. Mon nom est Maïline Draxler, je suis junior chef produit de la gamme orthobiologie au sein d'Artrex. Je vais laisser la parole au docteur Maillet qui va réaliser sa présentation au sujet des injections de PRP dans les tendinopathies. Bonsoir à tous, merci Méline pour cette introduction et merci Artrex de nous proposer de nous réunir virtuellement ce soir pour aborder cette thématique que sont les injections de PRP dans les tendinopathies des membres inférieurs. Mon nom est Jérémy Maillet, je suis rhumatologue interventionnel avec une activité mixte à la fois à l'hôpital Lariboisière et en cabinet libéral dans l'Institut de rhumatologie interventionnelle que j'ai eu le plaisir de créer récemment avec les docteurs Gross et Lelouch. Alors, en préambule, je voudrais revenir sur cette notion qu'est la tendinopathie. Comme vous le savez, les tendinopathies sont des causes majeures d'impotence fonctionnelle, avec chez l'athlète des arrêts sportifs qui peuvent être embêtants dans la progression d'une carrière et dans la population plus générale, des arrêts de travail. Et finalement, les progrès des 10 dernières années dans la compréhension de la physiologie musculaire et tendineuse, mais également dans la physiopathologie, ont conduit à modifier un petit peu la nomenclature. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne doit plus parler de tendinite, mais plutôt de tendinopathie, parce que finalement, les examens d'imagerie montrent qu'il n'y a pas forcément d'inflammation lorsque le tendon est malade. J'aime bien ce schéma sur la droite de votre diapositive qui vous est proposé par Cook et qui est assez récent et qui montre que finalement la tendinopathie, comme vous le savez, elle va être secondaire à un excès de force mécanique, des traumatismes finalement, mais également par des éléments intrinsèques au tendon et à la matrice extracellulaire qui vont pouvoir conduire à la rupture de fibres musculaires et à l'altération aussi de la matrice extracellulaire. Le tout conduit à une tendinopathie réactionnelle et c'est là qui se constitue un véritable carrefour finalement. Vous avez deux possibilités lorsque vous êtes en ce stade de tendinopathie réactionnelle. Soit vous allez adapter la charge de travail et les exercices et on va avoir une régénération ad integrum du tendon et donc une guérison. Soit on va continuer à avoir une charge excessive, le tendon ne va pas réussir à se réparer et on arrive dans la tendinopathie dégénérative. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a des stratégies d'adaptation qui sont différentes. Bien évidemment, que la tendinopathie soit réactionnelle ou dégénérative, le premier élément de votre prise en charge sera de diminuer la douleur, que ce soit par l'utilisation d'analgésiques, la physiothérapie antalgique ou encore des exercices isométriques. Et ensuite, et ben là, la prise en charge se scinde en deux parties. Lorsque vous êtes dans la tendinopathie réactionnelle, on va chercher à diminuer la prolifération cellulaire et la synthèse protéique. Et pour cela, on va réduire la charge de travail avec le repos relatif, avoir recours à certains médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, voire les corticoïdes. On va également éviter ou adapter les étirements et les exercices excentriques. Et lorsqu'on est dans la phase de tendinopathie dégénérative, l'objectif va être de stimuler cette régénération. Cette stimulation va pouvoir se faire par une adaptation de la charge sans qu'il y ait forcément de repos complet. Pour le coup, la rééducation se fera de manière excentrique et on pourra proposer les ondes de choc extracorporelles et le PRP. Alors, quel est le rationnel du PRP dans la tendinopathie? Eh bien, il y a cette étude de Paul Ornetti, rhumatologue à Dijon, qui est intéressante et qui montre que finalement, le PRP, le plasma riche en plaquettes, de par l'activation plaquettaire, va permettre une sécrétion de facteurs de croissance qui sont tout à fait intéressants, et notamment le TGF-bêta. L'ensemble de ces facteurs de croissance va favoriser la régénération tissulaire, quelle qu'elle soit, et donc, par conséquent, notamment la régénération des fibres tendineuses. Aujourd'hui, quand on se place devant une tendinopathie, quel est notre panorama thérapeutique? Eh bien, je dirais qu'il y a deux grands groupes de traitements. Le traitement dit médical, avec une médication qui pourrait être orale,
prise d'antalgiques, d'anti-inflammatoires, tout ça vous connaissez bien. On peut également proposer d'appliquer des gels anti-inflammatoires locaux et de réaliser des infiltrations avec différents produits. Vous connaissez bien les corticoïdes, le PRP, le sang autologue, toxine botulique. Et on a toute une part non négligeable de traitement qui doit être non médical. Comme on l'a vu précédemment, on va proposer un repos relatif et ce repos pourra être accentué par la mise en place d'orthèses d'immobilisation. Il y aura une grande part de la prise en charge qui devra se faire grâce à la rééducation et la physiothérapie. Et puis on pourra, si on le souhaite aussi, avoir recours à la physiothérapie, à la mésothérapie pardon, et à l'acupuncture. Mais finalement, le message important, c'est qu'il va falloir que votre patient soit correctement informé sur la pathogénie et l'évolution naturelle. Je pense qu'il faut créer une sorte de pacte avec son patient, qu'il adhère complètement au protocole de rééducation. Et si votre patient adhère à ce protocole de rééducation, je ne dirais pas que c'est gagné, mais vous avez déjà fait une grande part de votre travail. Quelles sont les questions qu'on va se poser avant d'injecter un patient par du plasma riche en plaquettes? Eh bien, d'abord, ça va être de sélectionner le bon patient. Quel patient traiter? Donc, quelles sont les indications? Parce que le PRP n'est bien évidemment pas un produit miracle. Et donc, pour avoir des résultats qui soient bons, il faut avoir, je dirais, les bons patients et les bonnes indications. Est-ce qu'il y a des types de lésions particuliers qu'il faudra privilégier? Est-ce qu'il y a un âge limite pour faire une injection de PRP? Quel doit être le délai vis-à-vis des autres thérapeutiques, c'est-à-dire dans le choix décisionnel, faut-il proposer le PRP tôt ou plutôt dans une deuxième, voire une troisième intention? Y a-t-il certains médicaments qu'il faut arrêter avant de faire ces injections de PRP? Peut-on conseiller des traitements associés? Y a-t-il des contre-indications, des précautions d'emploi et faut-il systématiquement faire le geste sous guidage? Tout un tas de questions auxquelles on va essayer de répondre au cours de cette formation. Première question, les indications. Eh bien, en théorie, l'injection de PRP se fait après échec du traitement médical et rééducatif. Mais déjà, vous allez le voir, on arrive face à un premier écueil, comme c'est montré par Filardo dans son étude. La rééducation, déjà, son efficacité va être variable en fonction du patient. D'une part de son âge, de son caractère sédentaire ou pas, du type de lésion et de la durée d'évolution de la lésion. Et il suggère dans ce papier que probablement les patients qui sont les plus âgés et qui sont sédentaires auront une réponse qui sera moins bonne au traitement biologique et donc notamment aux injections de PRP. Quoi qu'il en soit, la tendinopathie qui, je dirais, est la bonne candidate à injecter par PRP, c'est la tendinopathie chronique, c'est-à-dire qu'il y a au moins 12 semaines d'évolution. Pourquoi? C'est parce que, on l'a vu tout à l'heure, il faut qu'on soit dans la phase de tendinopathie dégénérative et pas dans la tendinopathie réactionnelle. Il faut laisser le temps au protocole de rééducation d'être efficace. Comment gérer les traitements qui sont souvent pris en cas de tendinopathie, c'est-à-dire les anti-inflammatoires non stéroïdiens? Eh bien, vous avez peut-être vu dans d'autres papiers ou d'autres présentations qu'on suggère d'arrêter ces anti-inflammatoires au moins 48 heures avant. Et finalement, probablement qu'il faut peut-être les arrêter même un peu plus longtemps avant. C'est suggéré par cette étude de Manava qui a montré que lorsque vous preniez du naproxène et que vous faites une injection de PRP après, eh bien, jusqu'à 7 jours après la prise de naproxène, on a une diminution de la sécrétion de PDGF. Et donc, potentiellement, on a une diminution de la régénération tissulaire. Donc, on conseille minimum 2 jours avant et probablement plutôt 7 jours et jusqu'à 2 semaines après. Comment gérer les anti-agrégants plaquettaires? Eh bien là, je dirais, si on peut les arrêter, on les arrête, c'est sûr, mais on se place dans des cas où la balance bénéfice-risque est importante. Parce que si votre patient est sous anti-agrégants plaquettaires pour une prévention primaire, ça peut se discuter, on pourra l'arrêter. Si c'est de la prévention secondaire, vous n'allez bien évidemment pas arrêter l'anti-agrégant plaquettaire de votre patient au risque de lui faire un infarctus ou un AVC. Autre question qu'on a souvent, c'est sous quel délai puis-je faire une injection de PRP par rapport à une injection de corticoïdes? Ce qu'on retrouve assez souvent dans la littérature, c'est qu'il faut respecter un délai de minimum 1 mois entre une injection de corticoïdes et de PRP pour pas qu'il y ait d'interaction entre le corticoïde et le PRP. Alors, pour tout traitement, aussi bon soit-il en termes de résultats, il faudra toujours contrebalancer ces résultats et ce bénéfice avec la tolérance et les contre-indications.
On a de la chance avec les injections de PRP, c'est que ce traitement est très très bien toléré. Alors certes, on a des douleurs post-injection qui sont un peu plus fréquentes qu'avec d'autres produits, mais elles sont toujours résolutives. Et on a à ce jour et à ma connaissance pas de drapeau rouge identifié, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cas déclarés, notamment de néoplasie suite à une injection de PRP. Quelques contre-indications néanmoins qui sont de bon sens, c'est-à-dire vous n'allez pas faire une injection de PRP chez un patient qui est infecté, que ce soit un sepsis général ou une infection locale. La gestion des anticoagulants est aussi importante, mais elle dépend surtout du site injecté, notamment au rachis, on verra, qui pourra, pour certaines indications, vous avez à faire un relais des anticoagulants. Quid du processus néoplasique logo-régional? Je sais que certains confrères ont traité des patients qui étaient en stade terminal d'un cancer. Je pense qu'il faut raison garder et devant un processus néoplasique logo-régional, on ne sait pas à ce jour l'effet du PRP et ce qui ne va pas faire flamber la lésion néoplasique. Donc je pense que pour l'instant, je déconseille moi la réalisation d'infiltration avec du plasma riche en plaquettes chez les patients de ce type. Quelques précautions d'emploi. Dans la grossesse, alors je ne pense pas que le PRP ait véritablement une incidence sur le déroulement d'une grossesse. Néanmoins, devant l'absence de data suffisamment solide, je pense qu'on peut repousser une injection de PRP puisque la grossesse dure finalement 9 mois. Il n'y a jamais d'urgence à faire une injection de PRP, ce d'autant que l'efficacité du PRP se fait un peu attendre puisqu'elle est souvent à au-delà de 6 semaines à 2 mois. Donc, vous pouvez demander à votre patiente d'attendre un petit peu et d'injecter si c'est toujours nécessaire après l'accouchement. Et d'autres précautions d'emploi sont les hémopathies et les maladies plaquettaires. Finalement, il n'y a pas de contre-indication à faire ces injections de plaquettes chez les patients ayant des hémopathies ou des maladies plaquettaires, mais on se heurte par contre peut-être avec une efficacité qui sera moindre du fait de cette maladie plaquettaire. J'insiste sur l'intérêt de la rééducation lorsque vous allez faire des injections de plaquettes chez vos patients. Cette rééducation doit être le fil conducteur de la guérison tendineuse. Et en fait, j'ai trouvé cette étude de Motmer qui est un petit peu ancienne maintenant, mais qui est tout à fait intéressante puisqu'elle montre que la rééducation doit être calquée en fait sur l'évolution et sur la réparation tendineuse. Une première phase qui va être assez courte, de 3 jours à peu près, qui va consister à protéger notre tendon. Et puis finalement, on aura une deuxième phase qui sera plus longue, qui s'étend de 1 semaine, grosso modo, jusqu'à 6 semaines, qui est une phase de dépôt de collagène, et une troisième phase qui également dure à peu près 6 semaines, de la semaine 6 jusqu'à plus de 3 mois, qui est la phase de renforcement des fibres de collagène. Et pourquoi c'est important? Parce que vous voyez que en fonction de ces phases, on a une rééducation qui est différente. Au début, on va avoir plutôt du repos, des activités qui se font sans charge. Et puis après, on va augmenter progressivement la charge et les activités avec un travail qui sera d'abord isométrique et petit à petit, on va avoir un renforcement excentrique dans la dernière phase pour avoir finalement à la fin un tendon qui est régénéré et qui est fonctionnel. Alors, c'est bien beau tout ça, mais il y a encore du travail, puisque ce beau papier de Sussman s'est intéressé finalement au rôle de la rééducation après une injection de traitement biologique. Du travail a été effectué et on a aujourd'hui un consensus pour dire qu'il faut un repos post-injection, mais on ne sait pas quelle durée doit être sur ce repos. On préconise généralement 48 à 72 heures. La rééducation est indispensable, notamment pour stimuler la mécanotransduction durant la phase proliférative, mais là encore, on n'a pas de protocole bien établi sur ce type de rééducation. Et ça, c'est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de consensus sur la gestion des anti-inflammatoires, même si on sait qu'il faut les éviter, sur la cryothérapie et surtout sur le délai de reprise des activités sportives. Mais ça, c'est probablement parce que c'est très variable en fonction du type d'activité sportive, de la lésion initiale et de la réponse et des progrès du patient dans sa rééducation. J'en viens maintenant plus au sujet, qui sont donc les tendinopathies des membres inférieurs, et je vous propose de débuter avec la tendinopathie glutéale.
Une première étude assez récente, 2016, menée par Jacobson, une étude prospective contrôlée, qui évaluait l'efficacité du PRP riche en leuco dans les tendinopathies glutéales versus fénéstration tendineuse, c'est-à-dire en fait un idline du tendon. Le critère d'évaluation était la douleur à 3 mois. Et comme vous le pouvez voir sur cette diapositive, il y avait certes une amélioration dans les deux groupes en termes de réduction de la douleur à 3 mois, une rééducation qui était significative par rapport à baseline, mais il n'y avait dans cette étude pas de supériorité de l'injection de PRP par rapport au geste mécanique de fenestration. Gardez juste en tête ce volume de PRP injecté, 10 millilitres, ce qui est assez conséquent pour un tendon, et on reviendra sur cette notion de volume un petit peu plus tard. Deuxième étude intéressante, cette étude contrôlée randomisée en double aveugle menée par Fitzpatrick sur 80 patients avec un diagnostic de tendinopathie de moyen glutéal évoluant depuis plus de 4 mois. De nouveau, deux groupes, un groupe avec injection de PRP en intratendineux, 5 alico, c'est-à-dire qu'ils ont réalisé en fait 5 points de ponction, plus de la xylocaïne, et ils ont comparé ces patients avec des patients chez qui on a injecté un corticoïde, le célestène en intratendineux, de nouveau avec 5 points de ponction, et de la xylocaïne. L'évaluation était faite à 12 semaines, essentiellement sur des scores fonctionnels. Les résultats vous sont présentés ici et vous voyez qu'on retrouve une supériorité du PRP par rapport au corticoïde à 12 semaines sur l'ensemble des critères. Néanmoins, il y a selon moi quelques limites à cette étude. Tout d'abord sur le fait qu'on n'avait pas de diagnostic lésionnel initial, c'est-à-dire comment était certes la lame latérale qui a été traitée, mais comment se comportait le petit glutéal, le tendon principal, quelle était finalement la localisation de l'atteinte tendineuse. Autre élément qui est assez intriguant, c'est que le corticoïde a été injecté en intratendineux, chose qu'on ne fait pas en pratique. Le corticoïde, on l'injecte toujours en péritendineux, notamment dans les bourses. Donc les plus sarcastiques d'entre nous diront le PRP fait mieux que le corticoïde, mais peut-être que finalement, est-ce qu'il ne fait pas moins pire, entre guillemets, que le corticoïde? Et on n'avait aucune donnée dans cette étude sur les traitements associés, notamment la rééducation. Deuxième indication, la fasciite plantaire. Une première étude avec un essai contrôlé randomisé en double aveugle mené sur 62 patients qui avaient un diagnostic clinique de fasciite plantaire. Également deux groupes, un groupe dit placebo avec injection de sérum physiologique et un groupe avec injection de PRP intrafacial 2 millilitres plus activateur. L'évaluation était faite à court et moyen terme puisque c'était du S2 et S6 à la fois sur la douleur et sur des critères morphologiques, c'est-à-dire l'épaisseur du fascia mesurée en échographie. De nouveau, on retrouve des résultats intéressants avec une supériorité du PRP sur le placebo en termes de réduction de la douleur, mais également sur les termes de critères morphologiques parce qu'il y avait une réduction de l'épaisseur du fascia plantaire lors du contrôle échographique à 6 semaines. Là encore, quelques limites, avec un diagnostic clinique seulement, pas d'IRM, et il ne parlait pas d'échographie préalable pour mesurer notamment l'épaisseur du fascia, je dirais, et surtout la localisation de l'anomalie sur le fascia. Est-ce que c'était une fasciite d'insertion? Est-ce que c'était une fasciite plutôt du corps du fascia plantaire? Pas de données là-dessus, ce qui diminue, je dirais, un peu l'ampleur des résultats de cette étude. Encore une étude sur le fascia plantaire, une étude indienne assez récente, 2019, avec un essai prospectif randomisé en aveugle, mené sur 57 patients, de nouveau deux groupes, mais qui a comparé cette fois le PRP au corticoïde avec le dépomedrol. Il y avait une anesthésie sous-cutanée qui a été faite au préalable, puis l'aiguille en fait était purgée avec du sérum physiologique pour pas que l'anesthésiant soit en contact direct avec le PRP. Ils faisaient ce qu'on appelle un pepering, c'est-à-dire qu'ils allaient faire plusieurs passages, plusieurs points de ponction au sein de la tendinopathie, et ils évaluaient l'efficacité de tout ça sur des critères douleur, c'est-à-dire l'EVA, et des critères fonctionnels à moyen terme, on va dire, de S6 jusqu'à M6. Comme vous le voyez sur cette diapositive, on a une diminution de la douleur qui est
plus importante dans le groupe PRP à 3 mois et qui devient significative à 6 mois. Et sur les critères fonctionnels, on retrouve globalement la même chose, avec un PRP qui semble faire mieux, même si ce n'est pas de manière significative à 3 mois, et une amélioration qui est significative à M6. Élément intéressant de cette étude, c'est qu'on retrouve de nouveau, sur le plan morphologique, une réduction de l'épaisseur du fascia plantaire dans le groupe injection de PRP à 6 mois. Dernière étude sur le fascia plantaire que je vous ai mis parce que cette fois, on avait les 3 datas dans l'étude, c'est-à-dire comparaison aux corticoïdes et au sérum physiologique, une étude qui a été menée sur 90 patients, une seule injection, de nouveau le protocole d'injection selon le mode Peppering. Particularité de cette étude, c'est qu'il y avait autorisation d'utiliser des antalgiques et même recommandation d'utiliser des anti-inflammatoires en post-injection, ce qui est peut-être un peu contrariant. Néanmoins, avec ses limites, il retrouve dans cette étude une supériorité du PRP par rapport aux autres groupes, que ce soit à 6, 12 et 18 mois, donc on va dire à moyen et à long terme. Autre élément qui est important de remarquer dans cette étude, c'est qu'elle est somme toute logique, c'est-à-dire que le corticoïde est le traitement qui est le plus efficace à court terme, puisque vous voyez qu'à 1 mois, c'est le seul traitement qui montre une diminution de l'EVA douleur. Un petit retour d'expérience sur ce traitement de la fascite plantaire, qui est selon moi un très bon traitement avec l'injection de PRP et le needling. Néanmoins, on se heurte à une problématique, c'est que c'est un geste qui est douloureux. Alors comment, je dirais, contourner cet écueil ? Certains vont utiliser un anesthésique local, comme on l'a vu dans certaines de ces études, avec une anesthésie du plan sous-cutané, puis une purge, entre guillemets, c'est-à-dire du sérum physiologique pour qu'il n'y ait plus du tout de traces de xylocaïne ou autre dans l'aiguille avant l'injection de PRP. D'autres suggèrent que lorsqu'on tamponne la lidocaïne ou l'anesthésiant avec du bicarbonate de sodium, c'est-à-dire qu'on diminue l'acidité de l'anesthésiant, eh bien on n'a plus d'action de la lidocaïne sur l'activation plaquettaire. Je n'ai pas trouvé de papier suffisamment solide sur ce principe-là pour vous recommander de faire une anesthésie avec un tamponnement et vous assurer qu'il n'y aura pas d'incidence sur l'activation plaquettaire derrière. Néanmoins, ce qu'on peut faire, c'est une anesthésie loco-régionale en ciblant le nerf tibial postérieur. C'est assez facile et assez accessible sous contrôle échographique. Néanmoins, c'est une anesthésie qui sera partielle parce que l'ensemble de la plante du pied n'est pas innervé par le nerf tibial postérieur. D'autres pistes qui sont intéressantes, la réalité virtuelle. Vous pouvez proposer à vos patients de porter un casque de réalité virtuelle pendant le geste. Néanmoins, sachez que c'est plus ou moins bien toléré et que certains patients, notamment claustrophobes, n'aiment pas du tout cette expérience. L'hypnose est sans doute une solution intéressante, puisque non invasive et qui permet de diminuer la douleur et surtout la douleur ressentie pendant le geste. N'oubliez pas, lorsque vous faites un traitement d'un fascia plantaire, je dirais, travailler main dans la main avec un podologue pour adapter les semelles. Et je vous ai mis ici quelques marques de chaussures de training qui sont particulièrement intéressantes et adaptées en cas de fascie plantaire. Voici un exemple de traitement chez une patiente qui avait 45 ans avec un fascia plantaire douloureux depuis plusieurs mois, traînait sa douleur depuis quasiment 2 ans, en échec du traitement par rééducation et par onde de choc. Elle avait eu une infiltration de corticoïdes qui n'avait pas amélioré les choses, et donc on a réalisé un needling, ce que vous avez vu avec les passages de l'aiguille au sein de la peau névreuse plantaire, puis une injection de PRP. C'est une patiente qui a été très nettement améliorée lors de la réévaluation à 6 mois. Et lors de cette réévaluation, pour le coup, moi, je n'avais pas de franche diminution de l'épaisseur du fascia plantaire. Troisième indication, la tendinopathie patellaire avec le jumper knee. Une étude un peu ancienne, 2013, menée par Vertrano, mais qui est quand même une étude de bonne facture, et c'est contrôlé randomisé sur 46 patients, et que je vous ai mis parce qu'elle a la particularité d'avoir comparé les patients, les injections de PRP aux ondes de choc hebdomadaires.
Donc, 2 groupes, 2 injections de PRP, une injection faite toutes les semaines pendant 2 semaines. Donc, on pourra aussi discuter de la fréquence de cette injection. Est-ce que faire une injection toutes les semaines, c'est pas un peu trop rapproché? De nouveau, plusieurs points d'impact avec technique du papering, et une évaluation qui se faisait selon la douleur et les scores fonctionnels à M2, M6 et M12. Et comme vous le suggère cette diapositive, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une supériorité du PRP à moyen et à long terme, puisque lors du premier temps d'évaluation à 2 mois, il n'y avait pas de différence entre les deux. Deuxième étude, qui est également un petit peu ancienne, celle de Dragou, moins de patients, mais je vous l'ai mis parce qu'elle a la particularité de comparer l'injection de PRP plus le geste mécanique au geste mécanique seul. Et je pense que si vous avez l'habitude de faire du PRP, vous devez être convaincu que le geste mécanique, le dry needling, a une importance particulière dans la réussite de votre geste. Donc 23 patients, 10 patients dans le groupe PRP, 13 patients dans le groupe dry needling seul, traitement qui était fait sous contrôle éco-guidé, avec un protocole de rééducation qui était bien défini, puisque c'était un renforcement excentrique, et une évaluation qui se faisait à S12 et à S26. Et ce qui est intéressant dans ces résultats, c'est que vous voyez que finalement, ce sont des courbes qui sont assez superposables, que ce soit sur le critère fonctionnel ou la douleur. Néanmoins, aux critères d'évaluation à S12 et avant, on s'aperçoit que le PRP semble être un peu plus efficace que le dry needling seul, ce qui suggère que le PRP accélère la récupération précoce. Autre question à laquelle vous allez être amené à répondre quand vos patients vont venir pour une injection de PRP, vont vous dire, mais combien faut-il faire d'injections? Quel est le protocole? Une injection va-t-elle suffire? Alors pourquoi c'est important? Parce que déjà le PRP, l'injection de PRP a un coût, et donc pour le patient, dire je vous fais une injection ou 2 injections, c'est pas tout à fait la même chose. Et comme on l'a vu que ça pouvait être un geste, notamment s'il y a du dry needling qui était un peu complexe, voire douloureux, il est important que votre patient se prépare. Et encore une fois, pour que le patient adhère à votre protocole de soins, il est important qu'il ait toutes les idées bien au clair. Donc, combien d'injections faire en cas de tendinopathie patellaire? Eh bien, il y a donc cette étude de Filardo qui a essayé de répondre à la question, publiée en 2018, en fait, qui s'est basée sur 2 essais contrôlés randomisés de 2015. Le premier fait par Jean-François Caux, qui est un rééducateur belge, et le deuxième fait par Zaini. Et vous voyez qu'on a des résultats qui sont discordants. Dans l'étude de Jean-François, on n'avait pas de supériorité des patients qui avaient été traités par 2 injections de PRP à 1 semaine versus les patients qui avaient eu une seule injection, alors que dans l'étude de Zaini, on avait une supériorité. Donc, que conclure? Eh bien, réponse de Normand, je ne sais pas, ça dépendra du patient et de son évolution. Néanmoins, peut-être qu'une explication sur le fait que Jean-François n'ait pas trouvé de supériorité et que Zaini en ait trouvé une, c'est le délai qu'il y a eu entre les 2 injections de PRP. Est-ce que Jean-François faisait une injection, 2 injections séparées d'1 semaine, alors que là, on avait 2 injections séparées de 2 semaines. Un exemple de traitement pour un jumper Nice, il s'agit ici d'un jeune patient de 16 ans, footballeur en centre de formation, qui était très embêté par cette tendinopathie patellaire qui évoluait depuis 8 mois, avec un protocole de rééducation, du dry needling. Il n'avait pas eu d'injection de corticoïdes pour le coup, mais il était très très handicapé et surtout il n'arrivait pas à se sortir de tout ça. On lui a donc fait un dry needling plus injection de PRP, c'est surtout ce que vous voyez là, c'est la fin de la procédure, au sein des fissures et dans tout le corps tendineux. Et on a un patient qui a pu reprendre une rééducation, je dirais, de bonne facture et qui est retourné sur les terrains de manière complètement normale à 6 mois. Dernière indication que je voulais vous traiter, la tendinopathie d'Achille. Alors, la tendinopathie d'Achille, quand vous ouvrez PubMed et vous tapez PRP tendinopathie d'Achille, eh ben, c'est assez alléchant. On a plein de petites études non contrôlées qui sont toutes positives, qui suggèrent qu'il y a un bon retour au sport et qu'il y a un bénéfice à moyen terme. Néanmoins, quand on va chercher des études qui ont des niveaux de preuve un peu plus élevés, je dois dire qu'on est assez déçu. Et notamment celle-ci de De Jong,
qui est donc un essai contrôlé randomisé contre placebo, 54 patients, avec 4 CC injectés sur 3 localisations dans le groupe PRP et même chose dans le groupe placebo, sauf qu'au lieu du PRP, vous avez du sérum physiologique. Le protocole est aussi bien déterminé dans cette étude, avec une anesthésie des plans superficiels, un arrêt sportif complet pendant 4 semaines, des étirements qui étaient débutés à S2 et un renforcement excentrique à 12 semaines. Et comme vous le voyez sur ces schémas, eh bien, il n'y a pas de différence significative en termes d'efficacité, que ce soit sur la douleur, sur les scores échographiques, mais également sur les scores fonctionnels. Alors, que dire des autres études? En 2019, on a la chance que Wang ait proposé une revue systématique de la littérature d'études d'essais contrôlés randomisés de haut niveau de preuve. Il a repris 4 articles qui ont traité 152 patients et dans cette revue systématique de la littérature, on ne retrouve pas de supériorité du PRP par rapport au placebo. Alors tout à l'heure, je vous avais dit de prêter attention sur le fait qu'il y avait 10 millilitres qui avaient été injectés il me semble que c'était dans le fascia plantaire. Et donc, je vous avais dit, j'ai beaucoup insisté sur le fait que probablement le needling, en tout cas le traitement mécanique, a une importance dans le succès du traitement avec injection de PRP. Et donc la question est de savoir, est-ce que quand j'injecte un volume plus important, est-ce que j'ai plus d'efficacité? Eh bien, Boson répond partiellement à cette question dans cette étude de 2017 où il a comparé 3 groupes. Un premier groupe qu'il appelle haut volume d'injection, avec quand même 50 millilitres injectés d'un mélange de bupivacaïne, de corticoïdes. Alors, même s'il les a injectés en 4 fois, ça reste quand même des gros volumes. Un groupe de PRP où il y avait 4 millilitres, donc ça c'est plus standard, ça correspond à peu près au volume qu'on obtient avec un kit du commerce, et un groupe avec du sérum physiologique. Une évaluation faite sur la douleur, la fonction et la morphologie. Et en fait, dans cette étude, on retrouve une supériorité du groupe au volume injecté sur l'ensemble des critères et par rapport à l'ensemble des autres groupes. En conclusion, je pense qu'il faut aujourd'hui bien choisir et valider ces indications dans les injections de plaquettes. Il ne faut pas négliger les mesures associées, on l'a vu, la rééducation, le needling, l'effet volume. En termes d'efficacité sur les tendinopathies des membres inférieurs, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que ça marche très bien sur le tendon patellaire, ça marche bien également sur les aponeuropathies plantaires et sur le moyen glutéal. Les résultats dans le tendon d'Achille, en tout cas dans la littérature, sont un peu plus nuancés. En pratique clinique, j'ai quand même moi de très bons résultats. Il y a une nécessité d'harmoniser les interventions et le type de PRP injecté. Donc, encore une fois, efficacité du needling plus PRP, intérêt de faire du PRP plus du collagène de type 1, notamment dans les lésions ou dans les déchirures musculaires importantes. Des études nous devront être menées pour nous donner l'efficacité de ces traitements. Est-ce que l'association de PRP plus acide hyaluronique augmente l'efficacité dans les tendinopathies? Je n'ai pas la réponse. Les effets sont très nuancés dans la gonarthrose. Et en tant que rhumatologue, je suis content d'avoir aujourd'hui une nouvelle arme dans mon arsenal thérapeutique qui est somme toute assez pauvre et parfois délétère. Je pense aux corticoïdes. Je vous remercie de votre attention et je voulais remercier l'ensemble des membres du GRIP, qui est le groupe de recherche interventionnelle sur les injections de plaquettes dont je fais partie et qui a déjà publié des recommandations sur les injections de PRP dans la gonarthrose. Voilà, je suis maintenant ouvert à la discussion et à vos questions. Merci beaucoup, Dr Maillet, pour votre présentation. Alors nous avions une question, à savoir en cas de needling, peut-on coter la cotation suivante, donc ténotomie par voie transcutanée en cas de needling? Alors, actuellement, non.
sauf si vous le faites dans une structure, je dirais, qui permet de coter HDJ. Donc, soit vous êtes en milieu hospitalier, et dans ce cas-là, vous avez la possibilité, en disant que vous l'avez fait dans une salle qui peut être un équivalent bloc ou une salle d'interventionnel un peu propre, et de dire je fais un geste qui est de niveau intermédiaire, qui peut recourir à une anesthésie loco-régionale, voire générale. On ne fait pas d'anesthésie générale, mais au moins loco-régionale. Et dans ce cas-là, vous pourrez faire un côté par assimilation, l'acte de ténotomie percutanée. En ville, moi, je ne le fais pas. Je ne pense pas qu'on ait le droit de le faire. Et en tant que rhumatologue, en plus, je ne suis pas sûr que la Sécu m'autorise à coter cet acte. Donc, grosso modo, si vous êtes en clinique, que surtout vous êtes aidé par un anesthésiste, la réponse me semble oui. En ville, non. D'accord, merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'étude de Beuzen qui montrait le nombre de volumes, donc le volume à injecter dans les tendinopathies. Quel est le volume que vous injectez dans votre pratique au niveau des tendons? Alors, c'est une bonne question. Ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre du site. On ne pourra pas injecter la même quantité dans un épicondylien, par exemple, ou dans un fascia plantaire ou un tendon d'Achille. Alors, on n'a pas d'études aujourd'hui qui nous permettent de déterminer quel est le bon volume. Ça va aussi beaucoup, beaucoup dépendre de la tolérance de votre patient. Euh, Finalement, si vous avez l'habitude d'injecter dans des tendons, c'est quelque chose qui fait relativement mal. Donc le patient avec une anesthésie, même si voilà, on fait une anesthésie loco-régionale pour certains, qu'on propose du Calinox, qu'on fait de l'hypnose, des choses comme ça reste un geste qui est quand même pas forcément très bien vécu par les patients, et donc on ne peut pas pousser un volume indéfini. Je sais par exemple que Jean-François Caux, lui, met systématiquement 8 millilitres dans ses tendinopathies d'Achille avec des très bons résultats. Euh, je dirais que en mettre autant qu'on peut et autant que le patient tolère, ça semble être, comme il y a un effet volume qui est indéniable sur l'efficacité du traitement, je pense parce que ça va faire comme le needling, ça va dilacérer un peu les fibres tendineuses et donc avoir un effet mécanique. Donc minimum, si on peut, la quantité de notre kit. Alors déjà, c'est pas la même chose si vous partez en disant je vais injecter entre 8 et 10 millilitres. Bah, avec les kits du commerce, il faut que vous prévoyez au moins 2 kits. Si vous avez la chance, comme Jean-François, de faire votre propre PRP, là, vous pouvez avoir le volume que vous souhaitez. Mais je dirais, moi, dans ma pratique, en tout cas, je fais jamais plus que les 5 millilitres. Et peut-être qu'un élément intéressant, si on veut vraiment augmenter le volume, c'est de dire, bah, je vais injecter du PRP, mais je pourrais aussi injecter du sérum physiologique. Alors après, vous allez me dire, oui, mais si on injecte du sérum physiologique, est-ce qu'on risque pas de diminuer et de diluer le PRP? La réponse est si. Mais en termes d'efficacité, est-ce que ça la diminue? Est-ce que cette efficacité est contrebalancée par le fait qu'il y a la dilacération et le phénomène mécanique? Aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Donc, pour vous dire, moi, je mets minimum. J'essaye de mettre les 4 à 5 millilitres qu'on a avec le kit. Je ne fais pas plus aujourd'hui. Mais après, si les études montrent qu'effectivement, aller mettre 10 millilitres ou 8 millilitres dans une tendinopathie achilléenne, par exemple, ça augmente l'efficacité, bah, je le ferai. D'accord, merci beaucoup. Nous avons une autre question, à savoir, qu'en est-il de l'efficacité du PRP sur des antésopathies calcifiantes ou au niveau des calcifications tendineuses? Alors ça, c'est aussi une question qui revient souvent. Euh, on a l'expérience avec plusieurs collègues avec qui j'ai discuté, notamment sur la tendinopathie d'Achille, c'est une tendinopathie d'insertion avec plutôt une antésopathie qu'une tendinopathie corporeale. On a l'impression que ça marche moins bien.
Et dans la littérature, il y a une étude qui en fait s'est intéressée à dire est-ce que l'efficacité elle est variable en fonction du type d'atteinte du tendon, c'est-à-dire est-ce que ça marche mieux sur l'atteinte corporeale que l'atteinte anthésitique. Et dans cette étude, en fait, on retrouve qu'il y a plus d'efficacité sur l'atteinte anthésitique, ce qui est un peu à l'encontre de ce que nous on observe avec notre expérience. Le petit bémol dans cette étude, c'est qu'ils ont regroupé toutes les anthésopathies et toutes les tendinopathies de tous les sites. C'est-à-dire qu'il y avait de l'épaule, il y avait du tendon d'Achille, du tendon patellaire. Donc voilà, c'est un peu difficile de tirer des conclusions de cette étude parce que probablement que il y a certaines anthésopathies qui répondront bien à une injection de PRP en fonction du site et d'autres beaucoup moins. Donc pour moi, aujourd'hui, l'atteinte anthésitique reste une des indications que j'aime le moins, surtout sur la tendinopathie d'Achille. Mais c'est comme pour tout, on aura parfois de très bons résultats. Et on a eu l'occasion de discuter notamment avec des médecins en charge de jeunes gymnastes qui nous disaient, quand il y a 16 ans, une jeune gymnaste qui a une anthésopathie calcifiante importante et que j'ai pas envie de lui faire du corticoïde pour pas qu'elle rompe son tendon, quelle alternative j'ai? Ben, je fais du PRP et il a de bons résultats. Donc ça reste une alternative intéressante, mais après à choisir entre une tendinopathie corporeale et une tendinopathie avec atteinte anthésitique. Aujourd'hui, avec l'expérience et le recul que j'ai, je préfère quand même la tendinopathie corporeale. D'accord, merci beaucoup. Et nous avons une dernière question. Donc nous avons encore 2 questions. Où peut-on, retrouver les publications, du GRIP? Alors, il y a une publication du GRIP qui a été publiée en fin d'année dernière, c'est dans le KSST, donc ça vous l'avez en tapant sur PubMed, recommandations, prise en charge de la gonarthrose avec injection de plasma riche en plaquettes. On a même ouvert, c'est en accès libre maintenant. Donc c'est la seule publication aujourd'hui qu'on a sur les recommandations. On est en train de travailler actuellement sur les tendinopathies, donc il y aura d'autres publications à venir, mais ce sont des publications qui sont publiées dans les revues scientifiques, donc vous les avez accès via les réseaux habituels, qu'ils soient PubMed ou autres. D'accord, merci beaucoup. Et pour terminer, dans votre expérience, faut-il répéter les injections de PRP dans le tendon, aponévrose ou un traitement unique suffit-il? Alors ça, je dois dire que en n'ayant pas d'études, alors il y a une étude qui a évalué avec 2 injections de PRP, mais c'était pas une étude qui ait comparé le nombre d'injections. C'était deux injections de PRP dans le fascia plantaire versus une injection de corticoïdes et qui disait que les injections de PRP étaient plus efficaces. Donc, moi, j'en fais une injection. Je réévalue le patient au moins à 6 semaines, 2 mois. Et là, on discute ensemble. C'est très important aussi qu'on voit où est-ce qu'il en est de son protocole de rééducation. Si on voit s'il va mieux, que c'est pas parfait, mais qu'il continue à progresser, que la rééducation se passe bien, bah, je ne lui proposerai pas d'emblée une deuxième injection. Si le patient me dit bah, je vais pas forcément beaucoup mieux, je vais un peu mieux, mais c'est pas génial, la rééducation est difficile, on ne progresse plus, dans ce cas-là, je lui propose une deuxième injection. Et en termes de délai, puisqu'on l'a vu dans les études, minimum 2 semaines entre 2 injections de PRP. Et moi, je sais minimum 1 mois, 1 mois à 6 semaines, puisque c'est là que je les réévalue, entre 2 injections de PRP. Et faire 2 injections de PRP à 1 semaine d'intervalle, je pense que c'est se griller une cartouche, c'est un petit peu trop rapide entre les 2 traitements. Surtout si on fait un traitement avec du needling, bah, en 1 semaine, c'est le temps qu'il va avoir eu pour, entre guillemets, se remettre de ses émotions, puisque pendant 3 jours, on va lui demander de rester vraiment calme. Et moi, je l'ai fait béquiller pendant 1 semaine. Donc, si au bout d'1 semaine, ils ont fini de béquiller, vous leur dites, allez, on renquille, je vous refais une deuxième injection, je pense que c'est pas trop le bon rythme. Donc, pour répondre à la question,
ça n'engage que moi, hein, la littérature ne me permet pas de répondre à la question, mais je fais une injection systématique, réévaluation à 6 semaines de moi, et là, en discutant avec le patient et de son adhésion au protocole, quand le patient dit moi je suis convaincu de votre traitement, il a été efficace mais que partiellement et j'aimerais que ça aille mieux, dans ce cas-là, je fais une deuxième, et j'ai eu le cas qui est un peu différent d'un patient qui avait très très bien évolué avec une injection plus niggling dans le fascia plantaire, qui à 6 mois était redevenu asymptomatique et que j'ai revu à 1 an qui avait rechuté. Et dans ce cas-là, je l'ai retraité. C'est un patient qui va très bien. D'accord. Merci beaucoup. Et justement, pour diminuer les douleurs lors de l'injection, est-ce qu'on peut proposer un patch? On peut faire une anesthésie par patch avant l'injection? On peut mettre des patchs GEMLA, mais dans mon expérience, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que d'une, parce qu'il faut que le patient sache où le mettre. Souvent, j'ai déjà vu des patients qui arrivent avec un patch GEMLA et je leur dis mais j'ai pas du tout piqué là. Donc bon, après il y a l'effet placebo pour le patient de dire j'ai mis quelque chose et du coup j'ai moins mal. Sinon, il faut qu'on le mette nous, mais dans ce cas-là, c'est une organisation un peu particulière, parce qu'il faut que le patch soit posé dans l'heure, au moins 30 minutes avant le geste. Donc why not, ça reste des petits moyens, mais d'expérience, c'est pas quelque chose qui est très très efficace. Honnêtement, peut-être qu'il est plus intéressant, il y en a de plus en plus qui font ça, c'est de faire une anesthésie du plan sous-cutané et de purger l'aiguille ou de changer l'aiguille, mais bien purger l'aiguille avec du sérum physiologique pour plus qu'il y ait d'anesthésiant dans votre aiguille, et puis après d'aller dans le tendon ou dans le fascia plantaire. Comme ça, on se dit, l'anesthésion, il reste quand même à distance du site qui est traité, donc on peut espérer qu'il y ait peu je dirais, peu d'interaction avec le PRP qui est injecté. Mais si on peut s'en passer, toujours voilà, essayer d'éviter de faire des anesthésiques locales, privilégier la voie loco-régionale quand c'est possible, et toutes les autres mesures dont je vous ai un petit peu parlé, qui passent par l'hypnose, par la réalité virtuelle et par toutes ces choses-là. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez parlé de protocole post-injection. Est-ce que vous proposez les béquilles systématiquement pour chaque injection au niveau des tendinopathies du membre inférieur? Je leur demande systématiquement de venir avec une paire de cannes anglaises. Ils repartent, je leur dis qu'ils doivent béquiller minimum 48 heures et souvent une petite semaine quand c'est fascia plantaire et tendon d'Achille. Tendon d'Achille, on peut même leur demander après de porter une chaussure avec une bonne semelle, un contrefort pour que le tendon soit au repos, mais vraiment qu'ils béquillent et pas d'exercice, qu'ils évitent de courir par exemple dans les escaliers sur la pointe des pieds. Pour le tendon patellaire, je leur suggère aussi de venir avec des béquilles parce que c'est quelque chose qui reste assez douloureux. Ils ont un genou après le traitement qui est souvent fléchi, qu'ils ont du mal à étendre, donc une marche qui est compliquée. Donc je leur propose pour le tendon patellaire sans leur imposer. Pour fascia plantaire et tendinopathie d'Achille, je leur impose un peu plus en leur disant voilà, béquillez bien pendant minimum 48 heures et jusqu'à une semaine. D'accord. Et pour terminer, nous avons une dernière question, à savoir, préconisez-vous l'anticoagulation préventive quand béquillage post-PRP? Je ne la conseille pas, en tout cas, je ne l'impose pas. Ça dépendra aussi vraiment du type de patient. Souvent, plutôt quand on traite un patient sportif, je vais lui conseiller de faire des exercices qui sont tout bêtes, hein, mais vous avez les mêmes qu'on vous propose quand vous faites des trajets en avion long courrier, en disant, voilà, faites des mouvements, contractez le mollet de manière à faire circuler un peu le sang pour éviter la phlébite. Après, si un patient, je vois qu'il est limité avec une impotence fonctionnelle qui est majeure, qui est en fauteuil roulant par exemple, où je sais qu'il va avoir très peu d'activité, dans ce cas-là, ça se discute et je pense même qu'il faut lui suggérer de vraiment la faire pour éviter qu'il fasse un épisode thromboembolique. Moi, je n'ai
à ce jour pas eu d'épisode de ce type, mais je sais qu'il y a des confrères qui en ont eu. Donc c'est une question qui se pose, mais qui doit vraiment être discutée au cas par cas. Et si le patient, vous sentez que il va un peu trop respecter, entre guillemets, son repos, c'est-à-dire qu'il va rester au lit pendant 48-72 heures sans rien faire, je serais volontiers favorable à lui dire faites une injection de Lovenox pour éviter de faire une phlébite. D'accord. En tout cas, merci beaucoup docteur Maillet pour, vos réponses et pour, votre présentation. Pour terminer, Artrex propose également des sessions de formation au laboratoire à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, donc dans la région, lyonnaise, où vous pouvez vous entraîner aux injections de PRP sur pièce anatomique et également sous, écoguidage. Donc si, vous souhaitez participer à ce type de session pratique, la prochaine date est, le 7 avril et nous organisons également des, soirées PRP où nous discutons au niveau, des indications, des protocoles, des différentes études au sujet des injections de PRP dans les tendinopathies, dans les injections intra-articulaires. Donc, si vous êtes intéressé par la participation d'un de ces événements, n'hésitez pas à nous contacter via l'email que vous voyez en bas à gauche de votre écran ou n'hésitez pas également à contacter un de vos référents Artrex. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de ces informations sur nos réseaux sociaux. Et donc, j'aimerais également vous remercier pour votre participation et je vous souhaite encore une excellente soirée. Merci à vous.